Good afternoon, everyone. Bonjour, bon après-midi. Merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui, en particulier à cette conférence iCoach Kids. Merci Sergio pour cette introduction. Je pense qu'en termes de présentation, je ne suis pas Messi, mais bon, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de pas seulement marquer le but, mais marquer le coup avec cette présentation, et Joe ensuite fera un peu de sa magie et vous donnera une deuxième partie de la présentation. Donc voilà. Oh, there we go. Okay, so the International Olympic Committee. Donc, le Comité olympique international a publié un consensus en 2016 et ils ont commencé leur article avec une mention, c'est que l'objectif est clair de développer des jeunes athlètes capables, résilients et en santé, tout en atteignant une participation et une réussite plaisante, durable, inclusive, vaste, à tout niveau d'accomplissement athlétique individuel. Donc, lié à cette conférence par rapport à l'identification du talent et à cette question de l'abandon et ce sur quoi travaille iCoach Kids, pour moi, ici, c'est vraiment l'objectif pour nous tous. Donc, pour moi, il faudrait vraiment découper ceci en trois questions qui sont importantes pour d'un point de vue inclusion, développement et identification de talent. C'est cette question d'opportunité. Quelles opportunités a-t-on? Quelles opportunités est-ce que les jeunes personnes ont pour avoir du succès et être en bonne santé? Ensuite, on parle donc des athlètes et des jeunes personnes. Et il y a une question ici autour de l'identification du talent et comment est-ce que les jeunes personnes sont identifiées au niveau du talent, comment est-ce qu'ils ont ces opportunités, et troisièmement, cette question de développement sain et qu'est-ce que cela signifie pour les jeunes personnes, qu'ils soient athlètes ou non. Donc voilà, c'est les trois domaines dont on voudrait vous parler aujourd'hui dans nos différents ateliers. Donc, désolé pour l'utilisation des photos anglaises et britanniques, mais les systèmes de talent, d'identification de talent et développement ont un certain objectif, c'est d'atteindre la réussite dans le sport, que ce soit des médailles olympiques ou dans le sport professionnel, d'avoir par exemple des trophées. Donc ça, c'est ce que les organisations, les organes et les clubs professionnels cherchent à accomplir. Ce que ces organisations font, utilisent, c'est ces questions de système de développement et d'identification du talent pour leur permettre d'atteindre ces objectifs. Cet objectif d'avoir des performances gagnantes. Donc, les systèmes de développement et d'identification du talent tournent autour d'un passage d'une pratique standard, des choses que vous avez, et passer à quelque chose de haute qualité. Et entre ces deux phases, ces deux stades, il suffit de se concentrer sur une utilisation efficace des ressources et voir comment nous pouvons faire cela de manière efficace. Donc voilà, c'est comment est-ce que l'on passe de cette pratique standard à une haute qualité en utilisant les différentes ressources de manière efficace. Mais ce qui fait que c'est assez difficile, c'est que cette idée d'identification et de développement de talent et ces systèmes et ces objectifs finaux, c'est que l'on commence chez les jeunes. On commence avec les enfants, avec certains sports, dans l'adolescence à certains autres sports. Et bon, évidemment, ceci varie d'un sport à l'autre, mais l'objectif est de produire des réussites olympiques, par exemple. Et on commence avec ces jeunes, ces personnes qui sont là. Donc, si on réfléchit à ces systèmes de développement et d'identification de talent, ce que l'on a, c'est qu'on est dans cette population normative, ce groupe normatif de sport. On a certaines personnes qui participent au sport. Et ici, on cherche à identifier et ensuite sélectionner une petite quantité de personnes qui va ensuite passer à des étapes suivantes du programme. Donc, ça commence à ressembler à cela. Donc, on a quelques personnes de sélectionnées qui passent à l'étape suivante et ensuite un plus petit nombre de participants et c'est de plus en plus restreint et on restreint de plus en plus jusqu'à un niveau professionnel ou olympique. Donc voilà. Ce genre d'idée de système,
c'est une pyramide. Donc ici, par exemple, il y a la pyramide des sports britanniques. On a les sports communautaires en bas. Et ensuite, on a différentes étapes jusqu'à atteindre le haut du podium, le niveau olympique. Donc, ce système de pyramide est lié à deux choses. Lorsque l'on grimpe la pyramide, il y a des différentes options d'opportunités. Mais ensuite, le soutien qui est fourni en montant dans la pyramide, le soutien augmente. Donc, on cherche vraiment à avoir un meilleur développement et identification du talent en utilisant les différentes ressources. Mais il faut plus de ressources pour fournir plus de soutien. Ce que cela fait, c'est que cela soulève certaines questions auxquelles il faut qu'on fournisse des réponses. Tout d'abord, en termes de ce système pyramidal, comment est-ce que ce système est structuré en termes des opportunités au niveau de la participation du sport jeunesse dans les différentes étapes de la pyramide? Et combien d'enfants ont accès à ces opportunités? Donc, comment est-ce que ce système est structuré? Nous savons que différents sports ont différentes structures en place, ou différents systèmes. La deuxième question, pour tous ces individus qui jouent ou qui pratiquent un sport, comment est-ce que l'on peut identifier cette question de talent ou identifier les jeunes personnes qui ont ces opportunités? Et troisièmement, est-ce que cette question de développement du talent est saine? Donc, est-ce que le système est sain et est-ce que ces différents environnements sont sains en termes du soutien qui est fourni aux jeunes personnes? Donc voilà, pour moi, c'est les trois questions principales qu'il faut considérer. On a écrit un article avec Joe et qui était intitulé « Les défis et les possibles solutions pour optimiser l'identification et le développement du talent dans le sport ». On a publié ça dans le Frontiers et on a identifié 3 défis principaux liés aux différentes questions dont je viens de vous parler. Et par rapport à cet article et ce dont on va parler aujourd'hui, même si nous travaillons dans des institutions académiques, on est des chercheurs, des scientifiques, mais on est également praticien, on pratique, on est coach, on est entraîneur. Et parfois, on sépare ces deux domaines et ces domaines, ils diffèrent dans leur opinion. Mais on a essayé d'écrire l'article et tout le travail que l'on essaie de faire cherche à vraiment combler ce fossé. Parce que finalement, si on a un coach qui travaille avec des jeunes sur le terrain ou qu'on est un chercheur ou un scientifique, le fait est que l'on a tous le même objectif et l'objectif, c'est cette déclaration que je vous ai présentée pour commencer, qui est à l'écran. Donc voilà, c'est notre philosophie, c'est ce dont on parle et qu'importe là où on se trouve dans la hiérarchie, que ce soit au niveau micro, méso ou macro, que vous soyez un organisme ou une fédération sportive internationale, nationale, un club ou des coachs, on travaille tous pour le même objectif. Donc voilà, je vais redonner la parole à Joe. On a une question assez complexe, mais qu'est-ce qu'est le talent? Merci, Kev. L'idée de talent est liée à tous nos systèmes de développement pour les athlètes. Ça sous-tend le commencement du sport chez les jeunes et quelque chose sur quoi on s'est concentré dans nos programmes de recherche ces 10 dernières années, c'était de décortiquer ce concept. Et une chose que l'on a trouvée, et on pourrait faire cela dans cette salle, mais enfin c'est un groupe un peu trop grand, mais on pourrait demander aux personnes, c'est quoi le talent pour vous? Et on aurait une grande variabilité dans les réponses. Et c'est un problème pour quelque chose qui est tellement intrinsèque à nos cadres de développement d'athlètes. On a fait une étude l'an dernier où on a rassemblé 10 coachs de haut niveau du Canada et on leur a posé la question et on a retrouvé des différences. Donc, il faut qu'on réussisse à se mettre d'accord sur ce concept. Comment est-ce qu'on le mesure? Comment est-ce qu'on l'évalue?
Et comment est-ce qu'on peut donc avoir un développement d'athlète qui est efficace? Donc, c'est un gros problème dans la façon dont nous faisons le développement de l'athlète, puisque l'on se concentre sur ce concept, le talent, un peu trop. Ici, en tant que concept scientifique, il y a une certaine distinction. On travaille vers le même objectif et je pense qu'il est important de faire la différence entre la façon dont les scientifiques utilisent le mot talent, qui est un concept scientifique qui se base sur des différences entre différents humains et ces différences affectent leur potentiel de développement dans certains domaines. Si vous avez une vélocité de pic qui est de différentes vitesses ou de différentes tailles, on va penser que vous allez avoir une différente performance. C'est la réalité des performances et des différences de performance. Mais le talent, on voudrait le clarifier. On a fourni une définition scientifique qui cherche à capturer l'essence de ce qu'est le talent pour les chercheurs, mais pour les praticiens, dans la façon dont ils utilisent ces termes. Donc, dans notre définition, nous avons établi que le talent est une caractéristique innée. Elle n'est pas toujours utilisée de cette façon-là par les chercheurs ou les coachs, mais si vous voulez faire la différence entre le talent, l'expérience, les compétences, l'apprentissage, il faut que ce soit la partie innée, la partie biologique, parce que sinon, vous utilisez des mots de manière synonyme et vous pourriez appeler ça une compétence ou un développement. Faire des études scientifiques pour voir si le talent est important ou si cela existe, il faut avoir une définition claire. Et donc, on a dit que c'est quelque chose de biologique. C'est les différences biologiques entre individus. À partir de là, on a établi qu'il fallait développer des différents niveaux de complexité. Donc, c'est quelque chose de pluridisciplinaire. C'est multidisciplinaire, en particulier pour le sport. Donc, le sport capture les différentes compétences motrices comparées à la musique ou l'attention comme il y a dans les échecs. L'échec. Les différentes compétences techniques ou cognitives. Il n'y a pas d'autres domaines, à part les arts de combat, qui ont besoin de toutes ces compétences en même temps. Les sportifs doivent prendre des décisions très rapidement sur des choses très complexes sous pression. On ne regarde pas des enfants et on vous dit vous êtes un docteur, vous êtes un scientifique, vous êtes éboueur, mais on a cette intention lorsque l'on envoie des enfants dans le sport. Le problème vient des autres éléments. Au fil du temps, le talent n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose d'émergent. C'est déterminé par l'environnement dans lequel les enfants se trouvent. C'est quelque chose de dynamique, d'imprévisible. Il y a des facteurs aléatoires. Et tout ceci rend la chose difficile pour les coachs dans la sélection de qui a quelles ressources et quand. C'est très complexe. Et potentiellement, à tel point que l'on ne devrait pas faire cette sélection. Mais on a des coachs dans des systèmes où ils ont des ressources limitées et donc il faut qu'ils prennent certaines décisions à cause de limites de leurs ressources. Pas parce qu'ils veulent faire des choix, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ici, on se dit oui, cette personne a clairement les compétences pour être olympienne. Mais les coachs ne veulent pas prendre ce genre de décision, mais le système les force à cause des limites de ressources. Le dernier élément qui ajoute un degré supplémentaire de complexité, c'est cette relation symbiotique du résultat que l'on cherche à atteindre. Dans de nombreux sports, on peut prévoir le degré de performance et l'augmentation de cette performance d'un événement olympique à un autre. Donc, si vous pouvez continuer à courir vite à Tokyo, peut-être que vous pourrez également avoir une médaille à Paris si vous faites mieux. Les compétences évoluent, les sports d'équipe évoluent, donc il faut pouvoir anticiper où la cible va se trouver dans notre développement d'athlète pour un athlète qui se trouve dans le système 10 à 15 ans avant la performance qui va avoir cette réussite. Donc, c'est quelque chose de compliqué. C'est le degré de complexité capturé par les scientifiques. Comment est-ce que les coachs utilisent le mot talent est très différent. Les coachs l'utilisent d'un point de vue utilitaire ou pragmatique. Comment est-ce que je peux utiliser les éléments qui sont mesurés ici et maintenant aujourd'hui
pour avoir de meilleures estimations de réussite pour les personnes qui sont là. Parce que si je limite l'accès aux ressources, de mettre des personnes dans des flux qui vont leur permettre de réussir ou non est la meilleure chose que l'on puisse faire. Donc pour les coachs, c'est quelque chose de pragmatique. C'est pas des éléments scientifiques, de différence entre les humains, c'est de chercher à faire son travail le mieux possible. Comment est-ce que je peux être un meilleur coach? Comment est-ce que je peux être efficace avec les ressources limitées auxquelles j'ai accès? Et donc, cette distinction entre ce que le talent signifie pour les scientifiques et les coachs est très importante, puisque les personnes comme moi parlent de cela tout le temps dans les labos. On cherche à établir les différences entre les humains, mais là où cela devient problématique, c'est de voir si l'on peut mesurer cela de manière définitive chez les jeunes. C'est la façon dont notre système est créé, mais je pense que c'est vraiment un défaut fondamental. Cette idée de talent est importante pour les chercheurs, mais n'est pas vraiment importante pour les coachs. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, l'une des choses que l'on a fait dans nos labos, c'est d'étudier la quantité de soutien scientifique que nous avons pour ce concept. Combien de preuves y a-t-il pour aider les coachs à effectuer ces sélections et à effectuer ce travail de sélection d'athlètes? C'est quelque chose de très limité. Nous avons trouvé peu de recherches. Voilà. Donc, nous avons fait une revue systématique qui s'est concentrée sur la recherche de pointe et les concepts longitudinaux. Et les différences devaient s'intéresser aux variables qui étaient inscrites dans l'étude. Et on a fait cette étude sur 1 an, et lorsque l'on fait ce genre de choses, on limite la recherche. On a très peu d'études, on passe de 1500 articles sur le talent en tant que concept scientifique à 20 études seulement sur 25 ans. C'est moins de une bonne étude par an qui peut vraiment aider les coachs sur le terrain. La plupart du travail se concentre sur des choses faciles à mesurer, les questions physiques, anthropométriques, différentes caractéristiques. Les choses compliquées, lorsque l'on demande au coach pourquoi est-ce que vous pensez que cet athlète a ce qu'il faut et pas celui-là, pourquoi est-ce que vous voulez les garder dans votre programme plutôt qu'un autre, il ne vous parle pas de compétences physiques, il vous parle de questions psychologiques, des choses plus intangibles. Des études. Voilà, donc différentes caractéristiques. Que ce soit la volonté, par exemple. L'état d'esprit psychologique lorsqu'on est au mieux de sa performance. Mais d'essayer d'ensuite de cartographier cela et de voir comment cela évolue chez un jeune athlète et comment est-ce que là, ça change sur le développement sur 10-15 ans. De capturer cette complexité, c'est vraiment difficile vu que c'est censé être seulement une variable, mais il n'y a aucune étude qui ont pu explorer ce genre de choses pour le moment. Une autre étude que nous avons fait, c'était une scoping review qui est sortie il y a quelques années et elle a abordé ces 1500 articles avec lesquels nous avons commencé et on voulait voir à quoi ces articles s'intéressaient. Par exemple, pour les femmes dans le sport. Parce que de nombreux de nos modèles de développement nationaux se basent sur l'idée que l'on peut utiliser ce que l'on sait pour le sport masculin et l'appliquer au sport féminin, comme s'il n'allait pas y avoir de différence entre le développement masculin et féminin. Donc, on a voulu remettre ça en question et on a fait une grande revue de la littérature sur différentes zones d'intérêt et on s'est rendu compte qu'il y avait des limites. La plupart des travaux se travaillaient sur des hommes, se concentrer sur certains pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, sur des sports spécifiques comme le foot ou le rugby, et c'était des échantillons intersectoriels. Et à nouveau, ici, ce n'était qu'à la surface des choses. Et il faut que l'on rentre plus dans le cœur du sujet. Autre chose que nous pensons, c'est que, comme je vous l'ai dit, le talent est une ressource limitée à cause du fait que les modèles ne sont pas suffisamment complets. Ils ne peuvent pas capturer toutes les choses qui interagissent. Le talent, c'est pas une seule chose. C'est physique, mental, psychologique et cognitif, mais toutes ces choses interagissent en même temps.
Et l'interaction évolue au cours du développement. Si on voit des jeunes enfants qui jouent sur un terrain, celui ou celle qui est plus avancé en termes de maturation a de meilleures performances. Par exemple, dans le basketball, on n'a pas de variable de prédiction de la performance. La taille n'est pas seulement le seul facteur. Tout le monde dans l'équipe est grand, par exemple. Donc, il faut cette question de variabilité pour faire des prédictions. Certaines variables sont plus importantes et ne sont pas, ou moins importantes, mais on ne capture pas ça dans nos études. Nous avons très peu d'indicateurs utiles pour effectuer de bonnes sélections très tôt. Et la raison pour cela, c'est que les choses qui motivent la performance de haut niveau de manière précoce dans le processus ne sont pas les mêmes choses qui motivent le sport de haut niveau plus tard dans le développement. Donc, il y a un changement dans les indicateurs clés de performance. On a une compréhension limitée du développement également. La plupart de la recherche dans ce domaine, 3/4, je pense, des données que nous avons viennent d'échantillons intersectoriels. Donc, nous avons beaucoup d'informations sur les U11 ou les U13 et à quoi cela ressemble, mais on ne sait pas si un U11 va devenir un sportif de haut niveau. On ne peut pas être suffisamment confiant. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des personnes qui sont restées dans cette avenue et qui continuent de travailler. Il faut voir si vous pouviez avoir de mauvaises performances en U11 et évoluer vers une performance optimale. Il faut étudier tout le système. On pense que la trajectoire ressemble à ce qu'il y a à l'écran plutôt que ce qu'il y a en bas. Mais il peut y avoir une augmentation de la performance au fil du temps et ceci motiverait l'athlète et la confiance. Mais ça pourrait également ressembler à ce qu'il y a là. C'est complètement imprévisible. Donc, ces deux choses pourraient être utiles pour le développement d'athlètes de haute performance. On ne devrait pas faire de performance. On va fournir plus d'opportunités. Mais on n'a pas ces preuves. Et ce serait utile si nous l'avions. Nous avons également étudié les différents biais du système, voir si le système est biaisé. Ceci peut être lié au système ou une dominance de statut socio-économique. Cela pourrait être ce que nous avons identifié dans certains sports d'Amérique du Nord. On voit aussi l'origine en fonction de si on vient d'une petite ville ou d'une grande ville. Il y a également des effets individuels. Ici, on a un codex du biais cognitif. Ces biais apparaissent lorsque l'on doit prendre des décisions liées au risque. Et pour les coachs, d'effectuer une sélection, c'est difficile. Comment est-ce que peut empêcher certaines personnes de quitter le système? L'état d'esprit est important, les qualités des données sont également des effets qui ont un impact sur le développement des athlètes. Donc, le talent, c'est le mot T du sport et il faut faire attention à la façon dont on utilise ce mot. Pour les coachs, je pense que si vous allez utiliser ce mot, il faut l'utiliser de manière pragmatique. Il faut l'utiliser en tant qu'idée. C'est l'absence ou la présence de certaines variables qui me permettent d'être un peu plus spécifique dans la façon dont je livre mon sport ou dans la façon dont j'effectue la sélection de mes athlètes. Mais souvenez-vous que c'est quelque chose d'émergent, c'est quelque chose d'influencé par l'environnement, c'est quelque chose de très individuel. Donc, nous avons un objectif et je pense que Kev a vraiment bien parlé de cela. On a tous un même objectif, mais la façon dont on fournit cette approche il doit être reconnu qu'il y a des limites dans le système et ceci place des limites sur les coachs. On ne peut pas dire qu'on ne va jamais faire de sélection. Les coachs ont un temps limité, l'utilisation des ressources sont limitées et donc il faut reconnaître cela et créer quelque chose qui va capturer tout ceci et capturer cette reconnaissance. Pour les chercheurs,
on va se concentrer plutôt sur ceci. Il faut continuer à fournir des preuves scientifiques pour capturer cette complexité, capturer pourquoi c'est difficile à mesurer et toutes ces différentes nuances. Et à nouveau, reconnaître que notre objectif est le même. Comment est-ce que l'on peut garder autant de personnes que possible dans ce système aussi longtemps que possible? On veut faire cela parce que c'est positif pour toutes les personnes dans le système, mais d'un point de vue de développement du talent assez égoïste, c'est une manière plus efficace de développer le talent également. Parce que si on garde les personnes dans le système pour plus longtemps, ils vont potentiellement émerger en tant qu'athlètes talentueux dans ce système. Merci beaucoup, j'ai hâte d'entendre vos questions.